Bonjour madame, monsieur, il est 13 heures. Vous regardez Al24 News à la une de l'actualité de ce samedi. Sous fond de division interne en Éthiopie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à un cessez-le-feu. Le Maroc ne siégera plus au sein du conseil exécutif de l'UNESCO. Il perd sa place au profit du Koweït. Aux Pays-Bas, de nouvelles mesures sanitaires déclenchent des manifestations qui se sont transformées en émeutes hier soir. Bonne nouvelle pour les ressortissants algériens. Au Royaume-Uni, la compagnie aérienne British Airways reprend ses vols vers l'Algérie. L'Éthiopie ne voit toujours pas le bout du tunnel. Le conflit qui oppose le gouvernement aux membres du Front de libération du peuple du Tigré s'intensifie de jour en jour. Des émissaires de l'Union africaine et des États-Unis sont retournés jeudi et vendredi dans le pays avec un seul objectif, intensifier les efforts pour négocier un cessez-le-feu dans le nord du pays. Aucun compromis n'a pour l'heure été trouvé. Mohamed Amin Abalkan. Se dirige-t-on vers un échec dans les négociations autour du conflit en Éthiopie ? Les 15 membres du Conseil de sécurité ont échoué à s'entendre sur l'adoption d'une déclaration appelant un cessez-le-feu au Tigré, qu'a réclamé vendredi aux belligérants le secrétaire général de l'ONU. Un projet de texte porté par l'Irlande, membre non permanent du Conseil, bloqué par la Chine et la Russie. Il n'y a pas eu d'accord, ont confirmé plusieurs sources diplomatiques, dont certaines ont estimé que le projet précipité avait manqué de consultation préalable. Dans le projet, le Conseil réclamait un accès humanitaire sans entrave, une fin des hostilités et le lancement d'un dialogue inclusif national dans le pays. Il exprimait aussi sa profonde inquiétude face à l'arrestation d'employés de l'ONU. Une demi-douzaine étaient toujours détenus vendredi et réclamaient leur libération immédiate. En coordination avec le médiateur de l'Union africaine, l'ex-président nigérian Obasanjo et le président kényan Uhuru Kenyatta, Antonio Guterres, a eu des entretiens téléphoniques séparés avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le chef du Front de libération du peuple du Tigré. Il leur a demandé de mettre fin au combat et d'entamer une négociation globale pour résoudre la crise actuelle. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, toujours en visite sur le continent africain, en plus de s'être entretenu avec le président nigérian, il a également fait un discours devant les ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO et a assuré que les États-Unis et le Nigeria ont des défis communs, notamment la sécurité et l'espoir de meilleurs partenariats économiques. Sohila Akilal. Les États-Unis comptent organiser un sommet avec les dirigeants africains dans un délai d'un mois afin de renforcer les liens avec le continent. C'est ce qu'a annoncé vendredi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors d'un discours devant les ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO, et ce, dans le cadre de la deuxième étape de son voyage en Afrique qu'il a mené au Nigeria. L'administration Biden croit fermement qu'il est temps de cesser de traiter l'Afrique comme un sujet géopolitique et de commencer à la traiter comme l'acteur majeur qu'elle est devenue. Nous ferons les choses différemment. Nous voulons renforcer davantage nos partenariats. Nous ne voulons pas que vous fassiez un choix. Nous voulons vous donner des choix. Cette première visite du secrétaire d'État américain en Afrique vise non seulement à redonner un second souffle et un élan nouveau aux relations bilatérales entre l'Amérique et les pays d'Afrique, mais surtout à essayer de rafler la mise à la Chine, qui en quelques années est devenue le concurrent économique direct des États-Unis en Afrique. Nous voulons créer des emplois qui bénéficient aux communautés locales et lutter contre la corruption. Nous saluons la création de la zone de libre-échange continentale porteuse d'une véritable croissance économique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré à Abuja le président nigérian Muhammadu Buhari ainsi que d'autres responsables nigérians pour discuter des intérêts de l'administration américaine dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Maroc ne siégera pas au sein du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, qui perd son siège au profit du Koweït. L'ambassadeur du Maroc à l'UNESCO, qui s'était porté candidat, a échoué dans sa quête
pour renouveler ce mandat de Rabat dans cet organisme onusien. Une nouvelle défaite donc du Maroc sur le plan international. Amin Tota. Le Maroc ne siégera plus au sein du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, au profit du Koweït qui a réussi à obtenir 153 suffrages, alors que le Maroc n'a pas atteint la barre des 100 voix. L'Émirat du Golfe siégera aux côtés de la Jordanie avec 126 votes et l'Égypte 130 votes jusqu'en 2025. L'ambassadeur du Maroc à l'UNESCO, qui s'est porté candidat, a échoué dans sa quête pour renouveler le mandat de Rabat dans cet organisme onusien. En conséquence, l'adhésion du Maroc vient à expiration ce mois de novembre 2021. Et à l'issue de cette nouvelle désignation, Audrey Azoulay, franco-marocaine, perd son allié au moment où elle entame son deuxième mandat comme directrice générale de l'UNESCO. En Iran, des milliers de personnes sont descendues dans la rue vendredi pour protester contre l'assèchement d'une rivière emblématique du centre du pays, à Ispahan, troisième ville d'Iran. Des agriculteurs de l'Est et de l'Ouest de la province se sont rassemblés avec une revendication principale, faire couler l'eau dans la rivière alors que le pays est touché par la sécheresse. Face au mécontentement, le gouvernement iranien a promis de résoudre le problème. Aux Pays-Bas, une manifestation contre les restrictions sanitaires a tourné aux émeutes dans la ville de Rotterdam. Des scènes de violence entre la police et les manifestants ont marqué cette soirée. Les autorités parlent de plusieurs blessés. Les détails avec Amin Tota. Une manifestation qui a tourné à l'émeute et à la violence aux Pays-Bas, suite à la réintroduction de mesures sanitaires. À Rotterdam, ville portuaire et deuxième plus grande ville des Pays-Bas, des émeutiers ont incendié des voitures et jeté des pierres sur la police dans le centre. Les forces de l'ordre ont riposté avec des tirs de sommation pour espérer disperser les mécontents des nouvelles mesures sanitaires. Les émeutes qui ont éclaté vendredi soir ont été animées par des hommes cagoulés, armés de bâtons. Ils ont pris pour cible des véhicules de police qui ont été saccagés, dont un qui est parti en flammes. Des vélos et des scooters et de nombreux autres objets incendiés par les manifestants. Les images des émeutes à Rotterdam, abondamment relayées par les médias néerlandais, ont montré un centre-ville en proie aux affrontements entre émeutiers plus que jamais décidés à aller au bout de leur révolte et les forces de l'ordre. Selon la télévision locale, au moins une personne a été blessée par balle, mais il serait encore difficile de déterminer s'il s'agit ou non d'un tir de la police. Les autorités disent avoir arrêté plusieurs dizaines de personnes et avoir dû appeler en renfort des unités de police de tous les Pays-Bas. Ces scènes d'émeutes surviennent au moment où le gouvernement néerlandais envisage de procéder à un confinement partiel pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Des restrictions qui se traduisent par la fermeture des bars et des restaurants à 20h et ce jusqu'au 4 décembre prochain. Une situation chaotique maîtrisée un tant soit peu par la police néerlandaise, mais les nouvelles restrictions sanitaires risquent de faire bouger toute l'Europe. Autriche, Allemagne, Grèce, en Europe, la nouvelle vague épidémique frappe de plus en plus de pays. À l'heure même où l'étau se resserre autour des non-vaccinés, l'Europe redevient donc le nouvel épicentre mondial de l'épidémie de coronavirus, poussant les différents gouvernements à revoir leur stratégie pour freiner de nouveau la propagation du virus. En grève de la faim depuis 50 jours, l'ex-président géorgien Mikhail Saakashvili met fin à sa protestation suite à son transfert dans un hôpital militaire. L'ex-président Saakashvili a officiellement mis fin à sa grève de la faim juste après avoir été transféré dans cet hôpital de Gori, à quelques 90 km à l'ouest de la capitale Tbilissi, a déclaré son médecin personnel. Saakashvili reste dans un état critique et a été placé dans un service de soins intensifs. Aux États-Unis, d'une certaine façon, Kamala Harris est devenue la première présidente de l'histoire des États-Unis. Ce vendredi 19 novembre, le président américain Joe Biden a transféré ses prérogatives à sa vice-présidente pendant 1h25 alors qu'il était sous anesthésie pour une coloscopie, a fait savoir la Maison-Blanche.
Le président américain Joe Biden a par la suite repris ses fonctions présidentielles. Mon bilan de santé s'est très bien passé, a-t-il annoncé à sa sortie à la presse en quittant l'hôpital Walter Reed en bordure de Washington. Toujours aux États-Unis, non coupables, les 12 jurés du tribunal de Kenosha dans le Wisconsin aux États-Unis ont acquitté vendredi Kyle Rittenhouse, accusé d'avoir tué par balle 2 personnes et blessé une troisième. Âgé de 18 ans, le jeune armé de son fusil automatique aurait commis ces crimes lors des émeutes survenues dans cette ville sur les bords du lac Michigan dans la nuit du 25 au 26 août 2020. Les familles des victimes, elles, étaient consternées par ce verdict. Au Brésil, la déforestation de l'Amazonie au plus haut depuis 2008. En seulement un an, plus de 13 000 km² de forêts tropicales ont été rasées sur la période allant d'août 2020 à juillet 2021. Selon les données transmises par l'Institut national de recherche spatiale, c'est l'équivalent de la superficie d'un pays comme le Liban. Toujours selon cet Institut national de recherche spatiale, en une année seulement, la déforestation a augmenté de près de 22%. Pointé du doigt, le président brésilien Jair Bolsonaro a promis d'agir en force pour mettre fin à ce fléau. Les États-Unis ont qualifié vendredi les actions chinoises d'utilisation de canaux à eau contre des bateaux de ravitaillement philippins en mer de Chine méridionale de dangereuses, provocatrices et injustifiées et ont averti qu'une attaque armée contre des navires philippins invoquerait les engagements de défense mutuelle des États-Unis. Le porte-parole du département d'État américain Ned Price a déclaré que Washington soutenait son allié du traité, les Philippines, au milieu d'une escalade qui menace directement la paix et la stabilité régionale. Bonne nouvelle pour les ressortissants algériens établis au Royaume-Uni. La compagnie aérienne British Airways reprend du service en Algérie après plusieurs mois d'arrêt. 2 vols par semaine dans les 2 sens seront désormais opérés entre Londres et Alger. Le secteur du transport aérien renaît peu à peu de ses cendres en Algérie. L'une après l'autre, les compagnies étrangères font leur grand retour à l'aéroport international d'Alger Houari Boumedienne après un blackout qui aura duré plusieurs mois pour cause de pandémie mondiale. Dernier en date, celui de British Airways qui a réactivé la liaison entre Alger et Londres dès le 14 novembre. La compagnie nationale britannique opérera 2 vols par semaine entre les 2 capitales dans les 2 sens, tous les jeudis et dimanches, de l'aéroport Londres Heathrow et l'aéroport international d'Alger. Les dessertes seront opérées en Airbus A320 d'une capacité de 180 passagers. La reprise des vols commerciaux internationaux après près de 18 mois de fermeture des frontières en Algérie semble redonner un second souffle au secteur qui a subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Les restrictions sur les voyages ont violemment secoué l'activité du transport aérien depuis l'apparition du virus Covid-19. Selon l'Association internationale du transport aérien, les compagnies devraient enregistrer une perte mondiale cumulée de 51,8 milliards de dollars en 2021. En 2022, le secteur devrait rester dans le rouge avec une perte toutefois réduite à 11,6 milliards de dollars. Les cours de l'or noir en forte baisse ce matin avec une perte de plus de 3% pour le Brent de la mer du Nord qui, dans la foulée, passe sous la barre des $80 en enregistrant un prix avoisinant les $78. Même tendance pour la référence américaine du WTI qui a concédé plus de $2 sur le baril en affichant un prix autour des $75. Culture, on va parler cinéma et plus précisément de la légende du cinéma américain Clint Eastwood. À 91 ans, il est acteur et réalisateur et continue de produire à un rythme constant. En témoigne la sortie de son dernier film Cry Macho. Amira Beja vous propose le portrait de cette icône du cinéma mondial.
Toujours aussi productif, même à l'âge de 91 ans, il ne s'arrête pas. C'est ce qu'on appelle une carrière bien remplie. Clint Eastwood a à son actif plus de 50 films, rendus mondialement célèbres avec la trilogie des westerns de Sergio Leone dans les années 60. La star poursuit sa carrière en jonglant de postes devant, mais aussi derrière la caméra, en passant d'acteur à réalisateur. Oscarisé en 1993 pour son film Impitoyable et en 2005 par $1 Million Baby, a également reçu une palme d'or au Festival de Cannes pour l'ensemble de sa carrière. Ces 10 dernières années, Clint Eastwood a enchaîné pas moins de 9 films tels que American Sniper et La Mule. Cette année, son film... Cinéma toujours avec la projection du film éclairé par le feu à la Cinémathèque algérienne à l'initiative de l'ambassade de la République d'Argentine en Algérie. Ce film de Tristan Bauer est inspiré du livre d'Edgardo Esteban et Gustavo Romero Bori, un film qui a été primé plusieurs fois, notamment au Festival de San Sebastián et à celui de La Havane. Sofiane Barouti. Cet événement culturel à l'initiative de l'ambassade de la République d'Argentine en Algérie a été l'occasion de montrer au public ce travail cinématographique traitant de la question du conflit autour des îles Malouines, au cœur des préoccupations en Argentine et ayant marqué la mémoire collective dans ce grand pays d'Amérique du Sud. La session a été ouverte par son Excellence Mariano Simón Padros, ambassadeur de la République d'Argentine, qui a prononcé une courte allocution pour l'occasion. Vous savez que l'Argentine, un de ses objectifs centraux de sa politique étrangère, c'est de donner des visibilités à la question des îles Malvinas, la souveraineté sur les îles, chose qu'on faisait depuis toujours. On n'a jamais arrêté depuis l'occupation illégale par les forces militaires du Royaume-Uni. Le film, qui dure un peu plus d'1h40, a suscité un vif intérêt dans l'assistance. Traitant de thématiques poignantes et ayant parfois les traits violents du conflit retracés par des scènes percutantes, ce qui a à coup sûr tenu le public en haleine, tout en étant un outil didactique pour la compréhension de la conjoncture politique inhérente à l'Argentine des années 80 et au contour du conflit avec la Grande-Bretagne autour de la souveraineté sur les îles Malouines. L'Argentine et l'Algérie, nous sommes des pays qui partagent beaucoup d'intérêts, d'objectifs communs dans les affaires de la politique multilatérale. Et surtout, on apprécie beaucoup que l'Algérie soutient avec beaucoup de force que tous les conflits qui se passent dans la région doivent être résolus par des moyens pacifiques et que surtout, il ne doit pas avoir de l'ingérence des pays, enfin des pays étrangers. En fin de séance, l'ambassadeur de la République d'Argentine a convié tous les présents à rejoindre la petite réception donnée pour l'occasion. Plusieurs représentations diplomatiques étaient présentes pour l'occasion. On citera les représentants de la Fédération de Russie, de la République bolivarienne du Venezuela, du Mexique, de la République arabe de Syrie ou encore du Mali. Un nombre de citoyens algériens a saisi l'occasion pour profiter de cette projection filmique internationale. Gondor et poigne de noblesse, l'icône de la boxe algérienne, Loussif Hamani, a été enterré hier dans son village natal d'Eit Yahya, au sud-est de Tizi Ouzou, en présence de membres de sa famille, de personnalités publiques et sportives venues l'accompagner à sa dernière demeure. L'hommage de cette édition est justement dédié à ce grand boxeur qui a marqué le sport en Algérie. Mohamed Amin Barkan. La vie, c'est comme dans la boxe, en 4 mots. Avance, encaisse, esquive et progresse. Loussif Hamani était une preuve vivante de cette citation. Il était un boxeur hors pair, le digne représentant de son pays natal, l'Algérie. Coriace et dur sur le ring, la maladie lui a asséné un dernier crochet avant de perdre son dernier combat le mardi 9 novembre à l'âge de 71 ans.
Accompagné à sa dernière demeure, vendredi dans son village natal d'Atihia au sud de Tizi Ouzou, les membres de sa famille, des personnalités publiques, ont témoigné sur la grandeur de ce patriote qui était épris de son pays. Je ne pensais pas qu'il partit si tôt. Je l'ai vu 2 jours avant. Je l'ai laissé en bonne santé. Voilà. Je devais revenir le soir pour dormir avec lui, malheureusement. Je l'ai retrouvé à la clinique. Il aime bien toute l'Algérie. Avec ma grand-mère aussi, avec Yasmina, il aimait toujours emmener ma mère à ses combats. Merci pour tout le peuple de l'Algérie et pour la Tizi Ouzou, la Wilaya, le Wali, les ministres, les gouvernements qui ont fait tout pour mon père. D'ailleurs, il est classé parmi les meilleurs boxeurs du siècle. Hammani est parmi eux. On présente nos sincères condoléances à toute la famille Hammani. C'est une immense perte pour nous aussi en tant qu'Algériens et famille sportive. J'ai remis la lettre de condoléances à la famille du défunt de la part du président de la République, témoignant sa fierté des efforts consentis par Loussif Hammani pendant toute sa carrière. À la fin des années 1970, Loussif Hammani a donné ses lettres de noblesse à la boxe algérienne en décrochant le titre de champion d'Afrique des Super Welter en 1976 et 1977. Loussif Hammani l'avait compris, la boxe pour lui était une histoire de respect, se faire respecter aux dépens de l'autre. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons. Adieu l'artiste. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez Fatma Mhenni pour l'édition de 19h. Bonne suite des programmes sur Al 24 News.